Bonsoir à tous, et bien écoutez, nous sommes de retour, l'équipe du Maybe Planet. Alors ce soir une émission très spéciale parce que vous l'avez vu derrière moi, ça c'est la magie du fond vert. Eh bien j'ai le logo Enquête Paranormale puisque ce soir nous avons le grand plaisir d'accueillir Rudy Jospin qui va nous parler de cette émission. Rudy, comment vas-tu? Très bien, comme le beau temps. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tu le sais, hein, ça faisait un moment que je voulais faire cette émission, vraiment pour qu'on puisse discuter avec toi, quelque part de l'envers du décor d'Enquête Paranormale, puisque, alors c'est vrai que Rudy, on ne le voit pas à l'image, d'ailleurs comme toute l'équipe qui travaille dans Enquête Paranormale, on voit les intervenants, mais il y a toute une équipe derrière qui travaille, de journalistes, et Rudy, alors comment on peut te définir? Comme le concepteur, le boss, l'âme, je dirais, d'Enquête Paranormale? Alors, en télévision, on appelle ça un chef de projet, c'est-à-dire que je suis garant en fait de la bonne fin du programme auprès de la chaîne. Voilà, je suis le chef d'orchestre. Alors pour faire cette émission, bien sûr, je voulais pas la faire seule parce que Enquête Paranormale, c'est 4 intervenants par capsule et si je dis pas de bêtises, c'est 5 capsules par émission. C'est ça, Rudy? C'est ça. Le format. C'est ça. Ça a commencé avec plus de sujets et après on en a fait 5 par émission. Pour faire cette émission, on a pensé à plein de gens parce qu'il y a plein de gens super intéressants qui sont passés pour faire les intervenants. Mais bien sûr, on a demandé à Jocelyn de nous accompagner parce que Jocelyn fait quand même partie des piliers d'Enquête Paranormale. Hein. Je sais pas combien de capsules Jocelyn a enregistré, mais enfin, je pense qu'il en a enregistré quand même un nombre impressionnant. Jocelyn, comment vas-tu? Bien, bonjour à toutes et à tous. Ça va très très bien. Et vous vous dites, Marie-France et Sébastien sont là, parce que c'est des collaborateurs du Maybe Planet, mais non, parce que petit exclu, il faut savoir que pour les exclusifs, pour les numéros exclusifs d'Enquête Paranormale, eh bien, vous verrez Sébastien et Marie-France à l'antenne. Les numéros sont enregistrés et on les verra bientôt. Marie-France, Sébastien, comment allez-vous? Très très bien, merci. Ça va super. Merci à Rudy d'avoir accepté. Je m'étais engagé et c'est vrai que mon agenda ne me permettait pas de le faire plus tôt. Et c'est le juste retour des choses. Merci pour votre collaboration. Et je voulais aussi remercier particulièrement Jocelyn, qui est là depuis le début de l'aventure et qui est toujours, un régal à monter en post-production. Voilà. Merci d'avoir joué le jeu du storytelling. On peut le dire tout de suite, Rudy, parce que c'est vrai que le monde de la télé, c'est un monde qu'on connaît mal, et c'est vrai que j'ai découvert, moi j'avais jamais fait de télé, je l'ai découvert à travers ces émissions, et je crois que Marie-France, Sébastien et Jocelyn seront d'accord avec moi, mais moi ce qui m'a impressionné, en tout cas, pas étonné, mais vraiment c'est la qualité de l'accueil de l'équipe d'Enquête Paranormale. C'est vrai que la première fois que tu dis je monte à Paris, je vais aller dans un studio, je sais pas trop comment je vais être accueilli, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on est monté, il y a eu un accueil exceptionnel de toute l'équipe quand même. Ça c'est top à chaque fois. Il y a quelque chose c'est une équipe que j'ai choisie en même temps pour leur qualité aussi humaine, parce qu'on fait aussi des sujets où il faut avoir une grande ouverture d'esprit. Il faut avoir un rapport aux autres, à la fois simple et professionnel. Et c'est pour ça que vous avez eu un accueil à la fois simple et professionnel. Il faut savoir, amis spectateurs, que l'enregistrement d'une capsule par intervenant, c'est une bonne heure quand même, voire 1h15, Rudy, à peu près quand même. Hein. Donc c'est à peu près. C'est un planning militaire en fait. C'est vrai. C'est une grosse organisation, sachant que à tout moment, on pouvait y avoir, surtout dans la période qu'on a connue avec le coronavirus. On a eu beaucoup d'annulations de trains, des choses comme ça à gérer. Après, il y avait certains intervenants qui pouvaient, à certains moments, avaient des empêchements, donc il fallait recombiner. Et c'est vrai que je remercie mon équipe de journalistes. Ils ont été super, à la fois réactifs et sans communiquer, parce que c'est stressant. Et je pense qu'à la fois, elles ont réussi à pas communiquer de stress aux intervenants et du coup c'est ce qui fait aussi la qualité de l'émission. On est bien d'accord et c'est vrai qu'on sent que les intervenants sont contents d'être là, sont contents de participer à cette émission et moi je l'admets que à chaque fois c'était un super plaisir d'avoir un coup de fil et de dire tiens tu veux pas faire une émission, moi j'étais ravi. Mais alors comme on le disait justement c'est vrai que quand on monte à Paris qu'on fait les enregistrements, alors c'est pas militaire mais disons que c'est calibré puisqu'encore une fois on n'a pas toute la journée par intervenant pour faire une émission et c'est vrai qu'on aimerait parfois un peu plus discuter justement de comment ça a fonctionné et c'est vrai qu'avec Rudy à chaque fois on se croisait et à chaque fois je me disais il y a plein de questions que j'aimerais lui poser justement comment il a eu l'idée, comment ça s'est organisé, est-ce que ça a été compliqué et c'était justement l'idée de cette émission de ce soir. Alors amis spectateurs n'hésitez pas si vous avez des questions aussi sur l'émission posez-les dans le chat et puis on les posera à Rudy. Alors moi ma première question Rudy c'est bien sûr comment
cette idée d'émission t'est-elle venue? Est-ce que c'est quelque chose que tu portais depuis longtemps? Est-ce que ça t'est venu d'un coup? Comment c'est venu en fait? Au départ, c'est une idée de la chaîne. La chaîne C8, notamment du groupe Canal+, voulait mettre à l'antenne une émission qui avait attrait au paranormal. Ce projet est né en 2018 et au départ, il n'avait pas du tout cette forme-là. C'est-à-dire que il y a une production, il y a un format qu'on a tenté de faire émerger. Je n'étais pas encore moi, dans l'équipe. Et en fait, les producteurs et la chaîne avaient imaginé faire émerger un format autour de reportages consacré à des histoires paranormales, notamment en France. Et il se trouve que la chaîne au départ n'a pas été convaincue. Du coup, les producteurs m'ont appelé. Et m'ont demandé de réfléchir à la possibilité de faire un format totalement nouveau, original, autour du paranormal. Moi, l'idée que j'ai eue, c'était tout de suite de me dire, il faut traiter ça de manière avec les codes de la fiction et du storytelling. Ayant eu la chance de travailler pendant quelques années pour la fiction, notamment pour France Télévisions, sur des projets qui font appel au code du scénario, j'ai imaginé pouvoir raconter des grandes histoires du paranormal de manière, on va dire un peu à la Pierre Bellemare pour ceux qui connaissent. C'était de faire un traitement à la fois journalistique, avec la rigueur du traitement journalistique et les codes du storytelling, c'est-à-dire qui vont emmener les téléspectateurs à se poser des questions avec des ressorts, des rebondissements qui vont amener les gens à s'intéresser au sujet. Et puis le cahier des charges en fait qui était demandé par la chaîne au départ, c'était de se dire et si c'était vrai, c'est-à-dire qu'il n'était pas question de chercher à convaincre les gens, mais à les amener à se poser des questions en se disant quelle est la part du vrai, quelle est la part du romancé dans ce dont on va parler. Et c'était tous ces ingrédients-là qui m'ont amené à créer ce format en disant voilà, on va prendre ces histoires et on va les raconter de manière comme des faits divers journalistiques, avec une rigueur journalistique et des codes de fiction. Alors, voilà comment c'est né, et en fait le programme a tout de suite plu à la chaîne dans ce format-là. Mais moi, j'ai pas souvenir de ce format d'émission depuis une série qui était passée sur TF1. Enfin, c'était pas une série, c'est un format qui était passé sur TF1 qui s'appelait Mystère. Alors, je parle sous le contrôle de Jocelyn parce que il est un petit peu plus âgé que nous, donc il doit il doit se souvenir de cette émission. Entre Mystère et Enquête paranormale, il n'y a pas eu ce format-là. Enfin, j'ai pas souvenir. Ouais, c'était Alexandre Balou qui présentait. Alexandre Balou, c'était en 1992, je crois, dans ces années-là, 90. Oui, c'est ça. J'aurais dit milieu des 90. Milieu des années 90. Je me rappelle que c'est extra marquant comme émission parce que il y avait d'abord des histoires qu'on n'avait jamais entendues avant, en tout cas l'oubli. Même les gens qui s'y connaissent un petit peu, il y a des choses qui sortaient un peu nulle part. Après, il y avait des grands trucs classiques, tu vois, Rennes le Château, Roswell, des trucs comme ça. Mais sinon, il y avait vraiment des histoires beaucoup plus confidentielles. Et ça, c'était déjà un premier pas vers quelque chose de nouveau. Et il y avait aussi pas mal d'histoires qui se passaient en France. Il y a Florent qui dit, et c'est vrai, je le rejoins, moi, le générique de Mystère me faisait flipper, voilà, moi c'est pareil, le générique de l'émission de Mystère faisait plus peur que les sujets de l'émission. C'est pas faux. Il faut vraiment que je regarde ça. J'ai une petite question pour Rudy, savoir au niveau de chaque cas, combien de temps ça prend entre le moment où je me dis, tiens, ce cas-là, faudrait qu'on en parle à l'écran, et la recherche, le script, voilà. On a des réunions de rédaction où on fait un débrief des sujets. Chaque journaliste va faire des propositions de sujets. Où il y a des sujets que je propose aussi parce que des sujets qui m'intéressent. Généralement, il y a de longues sessions d'écriture et aussi de documentation. C'est-à-dire qu'en fait, les journalistes, pour écrire ce qu'on appelle une première mouture, vont prendre, ça peut aller jusqu'à 6 à 7 semaines de travail, notamment aussi pour, avec l'aide d'un documentaliste, gérer tout ce qui est source image. Faut savoir qu'on va consulter des documents tels que des rapports de police quand on va traiter de certaines affaires pour lesquelles il y a eu des rapports de police. Et à partir de là,
on va dire un mois et demi d'écriture, plus, j'allais dire, la session d'interview qui va se tenir sur une bonne semaine. Vous allez tous venir dans cette semaine-là pour nous faire, nous faire vivre l'histoire. Et derrière, il y a ce qu'on appelle la post-production, c'est-à-dire qu'il va y avoir le montage, le mixage. On a, pour ceux qui connaissent, la chance d'avoir comme voix off Georges Caudron, qui est la voix off de X-Files, la voix off française de David Duchovny. Et voilà, ça prend du temps en fait, mais c'est le temps de la qualité. Nous, c'est vrai qu'intervenant, on voit le temps de l'enregistrement, donc c'est 1 heure et demie en fonction. Mais derrière, il y a tout le travail, quoi. Il y a eu le travail avant d'écriture, il y a le travail justement d'insérer les images, de réfléchir aux images que vous allez mettre. Il y a une qualité aussi en termes d'ambiance musicale, enfin d'ambiance sonore, parce que on parlait effectivement du générique de l'émission Mystère, mais ça fait aussi partie de l'empreinte d'Enquête Paranormale, ce son très spécifique entre les émissions. Il y a un gros travail quand même derrière. Alors c'est vrai que les intervenants, c'est une part importante du succès de l'émission, parce que quand on vous choisit et qu'on prend 4 intervenants, l'idée c'est que chacun avec votre personnalité vous apportiez quelque chose de différent. C'est-à-dire que si on avait 4 Pascal Fechner, 4 Jocelyn Keller, 4 Sébastien Raoult, 4 Marie-France Barrault, en fait, du coup, vous auriez la même, tonalité, la même couleur à l'image. Et nous, dans la façon dont le storytelling est fait, ça permet en fait justement de faire en sorte que chaque intervenant, quand il intervient, il y ait un impact dans ce qu'il dit. C'est-à-dire que le téléspectateur va suivre exactement, va s'immerger, va s'imprégner du discours de l'intervenant pour rentrer dans l'histoire. Donc c'était important que chacun apporte sa pierre à l'édifice, et qu'on peut avoir un Bob Belanca, un Pascal Fechner qui va être mis en contrebalancé avec quelqu'un qui va être plus dans l'intrigue, quelqu'un qui va être plus dans la punchline, on va dire. C'est ce qui donne de l'intérêt et qui fait vivre un peu le sujet et l'histoire. J'avais juste une petite question, mais c'est par rapport à cette ambiance. Est-ce que vous, justement, avant de choisir les intervenants, est-ce que vous choisissez l'ambiance que vous voulez créer, donc les intervenants qui amèneront cette ambiance? On sait à peu près quasiment, c'est-à-dire que je valide en fait les intervenants sur chaque émission, parce que je connais je connais chacune de votre couleur, la tonalité que vous allez apporter à l'émission, et j'allais dire, c'est presque comme un scénario de film. Quand vous écrivez le scénario d'un film, vous savez déjà, vous avez un peu une idée du casting à l'avance. C'est-à-dire que vous savez que dans ce rôle-là, vous mettez Brad Pitt et vous mettrez pas quelqu'un d'autre. Souvent, les films sont écrits pour des stars précises. Donc, en fait, on sait à peu près à l'avance que sur telle histoire, on aura tel et tel type d'intervenant et pas d'autre. Voilà. D'accord. C'est super intéressant. En fait, Enquête Paranormale, c'est une recette avec différents ingrédients, et c'est chaque ingrédient qui fait le succès de l'émission. Et pour revenir à ce que disait Pascal sur la musique, le choix des musiques qui est faite, on le doit à un garçon extraordinaire qui est le chef monteur, qui s'appelle Guillaume Marsan-Bacheret, et qui fait un travail extraordinaire. C'est-à-dire que lui, quand il a sous les yeux tout le scénario de l'histoire, le storytelling qu'on va raconter, il fait des propositions très fortes artistiquement, pour justement donner de la force à l'histoire. Voilà, c'est lui qui va ambiancer quand on va voir une maison hantée, ou quand on va faire un traitement sur le sujet OVNI. C'est pas du tout la même couleur musicale, et lui va nous donner justement ce côté magique de la musique et des effets sonores qui vont nous permettre de rentrer dans l'histoire. Super. Donc ça veut dire qu'il a composé cette musique-là ou ces musiques-là d'ambiance. Il les connaît par cœur. On a des milliers de musiques à disposition. Et la chance qu'on a, c'est que lui les connaît par cœur. Moi, j'ai une question qui est, justement, tu parlais, Rudy, des ingrédients pour faire chaque sujet, chaque émission. Un des ingrédients les plus importants, alors, outre, bien sûr, les intervenants, c'est les images d'illustration. Oui. Moi, je peux pas imaginer un sujet sans images d'illustration. Et je me suis souvent posé la question, quand on est venu me chercher pour intervenir sur tel ou tel sujet, mais où est-ce qu'ils vont trouver ces images? Et surtout, est-ce que tu as souvenir, par exemple, d'un sujet qui a été écarté parce que vous avez dit, on a
Aucune image. Alors oui, alors les images, on travaille avec un documentaliste qui lui en fait va négocier toute cette partie-là avec les ayants droit. Il y a des images qui sont libres de droit ou qu'on négocie directement et qui sont gracieusement cédées. Après, il y a des sujets qu'on n'a pas pu faire par manque d'images et c'est un sujet moi qui me tenait à cœur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la vague d'OVNI en Belgique en 1990. Voilà, c'est un sujet qu'on aurait aimé traiter, qui a défrayé la chronique. Je pense que ça a duré, c'est une vague OVNI qui a duré presque un mois, je crois, pour lequel même l'aviation belge avait envoyé des chasseurs. Et c'est un traitement qu'on aurait voulu faire et par manque d'images et par manque de support, parce que là pour le coup il aurait fallu faire vraiment beaucoup de reconstitution et que ça coûte très très cher. Ce sujet on l'a pas abordé, avec grand regret. Alors, je disais le choix de Valérie Benaïm pour le départ et puis pour lancer l'émission, est-ce qu'il s'est fait tout de suite? Tu as pensé toi et ton équipe à elle, ou c'est elle qui est venue vous chercher? Alors c'est le choix de l'animatrice, c'est un choix qui s'est fait, c'est un choix qui a été fait par la chaîne, qui a été proposé aux producteurs que sont Guillaume Frisquet et Mathieu Delormeau, et c'est un choix qui s'est montré, j'allais dire, à la fois judicieux et évident. Elle a ce profil, c'est une journaliste déjà à la base. Le thème l'intéresse beaucoup et elle avait ce côté très professionnel justement en plateau, de connaître à la fois les sujets, puis elle adore regarder l'émission, donc c'était parfait. Oui, ce choix est venu de manière assez évidente. Alors on a une question dans le chat, je pense qu'il y a même plusieurs questions là-dessus. Comment est-ce que vous faites réellement pour choisir les sujets? Parce qu'il y a beaucoup de domaines, je pense qu'il y a des critères de sélection. Enfin voilà, comment est-ce que vous faites finalement pour choisir les sujets? Alors les sujets, généralement, on les choisit aussi par thématique, c'est-à-dire que on va avoir une affaire qui nous ramène à des histoires de hantise, des phénomènes surnaturels qu'on peut qualifier de diaboliques, ou qui fait le ressort, c'est plutôt du surnaturel avec ce pendant toujours un peu religieux. Est-ce qu'on a affaire à quelque chose lié à des entités maléfiques, diaboliques, des sujets ovnis pour avoir un échantillon assez large. On va avoir des sujets plutôt faits divers ou liés à l'inexpliqué, plutôt scientifique, on va dire. Ça peut être le monstre du Loch Ness, par exemple, ou des plus grands publics comme le diamant Hope, le fameux diamant commandé par Louis XIV, dont on dit qu'il serait, hanté par quelque chose. Mais en tout cas, il y a un mystère très scientifique là-dessus, c'est que il contient une matière qu'on n'a pas réussi à déterminer. C'est-à-dire qu'on a fait des expertises scientifiques poussées sur les matériaux qui composaient ce diamant. On ne sait pas ce que c'est. Donc voilà, on essaye de trouver un panel de sujets qui peut intéresser tout le monde. On s'était posé la question à un moment de se dire, est-ce qu'on va faire une émission spéciale OVNI? Et en fait, très vite, on s'est dit, on va créer quelque part, on va intéresser ceux qui adorent ça, mais par contre, ceux qui veulent pouvoir voir autre chose ne vont pas venir ce soir-là. C'était dommage. Donc on a gardé ce côté. On va mettre avec les journalistes, quand on fait les conférences de rédaction, on essaye de mettre tous les ingrédients possibles pour intéresser le maximum de personnes. Alors Rudy, souvent on dit, et Marie-France est là, donc souvent on dit l'ufologie c'est un truc de gars, et le paranormal, un peu plus possession, tout ça c'est un truc de filles. Et c'est vrai malgré tout que on a l'impression que les filles sont plus intéressées par les possessions, la sorcellerie, et les garçons par les ovnis. Est-ce que tu l'as constaté justement dans le choix des intervenants? Non, pas forcément. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que dans mon équipe journalistique, il n'y avait pas forcément la parité. Au départ, oui. Au départ, c'est vrai. Au tout départ, on a commencé avec en équipe très resserrée d'ailleurs. Il y avait deux journalistes, Marc-André Abouquin et Anne Moya, que je salue. Et donc il y avait une fille et un garçon. Sauf qu'après, on s'est étoffé très vite et que la majorité des journalistes étaient des filles. Et que en fait, les sujets ovnis, elles les ont traités
interprété de manière, j'allais dire, top, aussi bien que l'aurait fait un garçon passionné. Après, l'idée, c'est vrai que ce qu'il en ressort, c'est que les journalistes, après, ont des appétences particulières. Vous allez avoir des journalistes qui vont préférer des sujets un peu plus portés sur des phénomènes inexpliqués. Ça peut être des maisons hantées, des grands thèmes comme ça. Et j'ai d'autres journalistes qui vont préférer des sujets plus scientifiques liés aux ovnis. Ou voilà, c'est chacun a ses petits ses appétences particulières. Je pense que du côté journaliste, si je peux me permettre, du côté journaliste, effectivement, les journalistes peuvent s'intéresser à tous les et je vois pas pourquoi des femmes pourraient pas s'occuper d'ufologie. En réalité, moi, je l'ai constaté pour avoir fait un nombre incalculable de conférences et de salons et aller à droite et à gauche. Il y a quand même côté public, un intérêt plutôt masculin pour l'ufologie et un intérêt féminin pour ce que j'appelle les choses des esprits. Voilà, le monde des pas tellement la possession, c'est plus tout ce qui est médiumnité, relations avec les défunts et des choses comme ça. Voilà. Alors justement, par rapport au sujet, j'aimerais rebondir sur ce que nous dit Olivier M. Souvent, les histoires sont déjà super connues, non, 2 points d'interrogation. Et ça, Rudy, je voulais qu'on en parle ensemble parce que c'est vrai que c'est un point qui m'a vite gonflé sur les réseaux sociaux. Souvent, on disait, ouais, mais les cas d'enquête paranormale, on les connaît par cœur, c'est du réchauffé, c'est du déjà vu. Et je pense que ces gens-là qui disaient ça n'ont pas compris justement l'esprit enquête paranormale et le fait que ça s'adressait au grand public justement, enfin que ça s'adresse au grand public. Alors, c'est vrai que nous, notre cible, on voulait pas faire une émission pour les spécialistes du paranormal. Parce que justement, en fait, l'idée c'était de dire ceux qui connaissent les histoires vont venir voir avec leur œil d'expert et ils auront tout loisir de critiquer en disant mais alors là en fait on n'est pas d'accord, là il y a des erreurs, ça peut arriver, même si on est très rigoureux. Après nous ce qu'on voulait c'était convaincre de Biarritz à Strasbourg en passant par Brest, Lille, les gens qui n'avaient pas forcément accès à ces histoires-là, que ça n'intéressait pas, mais qui avaient envie de vivre une soirée où ils allaient découvrir des choses. Ouais. Et c'est pour ça que quelque part, si vous regardez bien, on a très vite pris le parti, artistiquement parlant, de rentrer dans chaque histoire en entrant dans un univers, c'est-à-dire que on va vous montrer des magnifiques paysages de la Nouvelle-Angleterre, de l'Italie, si on va faire un sujet en Sicile, en fait ça permet de s'imprégner et de dire que vous ne croyez pas, que vous croyez ou pas à ces histoires-là, laissez-vous porter par l'histoire et dites-vous que vous allez passer un bon moment. Voilà. Et je pense que nous, notre traitement, c'était aussi que les histoires qu'on connaît, on croit les connaître. Et moi, je me souviens d'une réflexion d'un des directeurs d'antenne de C8 qui était venu visionner un sujet, qui connaissait parfaitement le sujet Roswell. Et quand il a vu le sujet, il nous a dit à la fin du visionnage, j'ai redécouvert ce que c'était. Voilà, c'était une manière, et parce qu'on raconte les histoires de manière particulière, ça permet de re-rentrer dans des sujets qu'on croit connaître, mais dont on va découvrir des aspects. Et aussi, je pense qu'il y a des sujets qu'on connaît qui ont des actualités maintenant, en fait, qui ressortent, parce que des sujets, il y en a qui ont une dimension judiciaire récente. Je pense à John Burroughs avec l'affaire de Rendlesham, l'OVNI de Rendlesham, qui a été reconnu malade par les tribunaux américains, enfin dont les radiations ont été reconnues, qui a été indemnisé par la justice américaine. Voilà. Donc il y a un pendant, il y a toujours quelque part, il y a une suite à l'histoire. Donc c'est bien ça qu'il faut comprendre. Encore que moi, ce que je répondais à cette critique, parce que c'est vrai que c'était saoulant, je disais souvent, mais les gars, vous vous êtes plaints pendant des années qu'on ne traite pas les sujets paranormaux en prime time, enfin en tout cas sur des chaînes mainstream et autres. Là, on a une émission qui est bien foutue, qui est bien écrite, visuellement qui est top, au niveau sonore top, avec des intervenants quand même, parce qu'il y en a eu des intervenants, il y a des gens quand même bien connus du domaine, mais ça vous va pas encore, quoi. Donc à un moment, qu'est-ce que vous voulez, quoi? C'est compliqué quand même. Donc moi, voilà, c'est une émission grand public, et comme tu disais, moi, honnêtement, il y a des cas que je pensais connaître, et en les travaillant pour l'émission, je me suis rendu compte qu'il y avait des détails que je connaissais pas, voire des pans entiers de l'histoire que je connaissais pas, et ça, faut reconnaître quand même le gros boulot des journalistes qui est fait derrière. Et voilà, moi, si quelqu'un me dit j'ai rien appris en regardant toutes les émissions d'enquête paranormale, pour moi, soit c'est un mytho, soit le mec c'est le génie du domaine, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est et puis encore une fois,
Je sais pas combien font les audiences, mais ça oscille en quoi entre 600, 800 000 est-ce que c'est des bêtises? Ça a commencé très très haut. On s'est maintenu assez haut assez longtemps. Il se trouve qu'on a basculé de la case du mardi à la case du vendredi. Oui. Alors, la case du vendredi, elle est plus compliquée pour Enquête Paranormale, pour plein de raisons. C'est une soirée familiale. Généralement, c'est pas un programme qu'on regarde en famille. On préfère regarder Koh-Lanta. Donc, c'est plus compliqué. Mais je sais, et pour ceux qui nous écoutent, que on devrait récupérer une case qui soit pas celle du vendredi et avec une programmation qui nous permette d'avoir une audience très correcte. En tout cas, ça marche très très bien en replay aussi. Voilà, c'est-à-dire que nous sommes aussi différemment aujourd'hui et que les gens se disent ce que j'ai pas pu voir ou pas voulu regarder vendredi, je sais que je vais pouvoir le revoir. Les replays marchent très très bien. Alors il y a les replays, puis il y a les rediffusions, et c'est aussi pour ça justement qu'on voulait faire cette émission maintenant. Il y avait pas de hasard, c'est que justement depuis la semaine dernière, les épisodes, alors je sais pas si tous les épisodes seront rediffusés, peut-être pas, mais en tout cas les épisodes sont rediffusés sur C-Star. Et encore une fois, pouvoir parler de sujets paranormaux un samedi en prime time, moi je crois qu'il faut pas bouder son plaisir quand même. On est très content parce que finalement C-Star, donc du groupe Canal+, a fait le pari justement de rediffuser des sujets et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai public qui venait. C'est une forme de replay finalement, mais il y a aussi ce côté, comme c'est diffusé, c'est rediffusé, mais c'est ce soir-là en direct sur la chaîne. Grosso modo, les gens n'ont pas l'impression d'aller voir un replay, mais d'être devant l'émission, et ça marche très très bien. Alors moi j'avais une question pour Jocelyn, parce que moi je t'admire, Rudy, que en général l'émission je la regarde 2 fois. Je la regarde 2 fois, c'est-à-dire la première fois, alors je sais pas si Jocelyn c'est pareil, quand j'ai une capsule où je suis dedans, la première fois j'ai tendance à focaliser sur ce que je dis, à voir si je l'ai bien dit, si je passe bien, donc, mais c'est inconscient, je focalise sur les parties où je suis, parce que nous on les découvre comme vous, en fait, amis spectateurs, quand l'émission passe, on sait pas la partie qu'on a pu dire qui est retenue. Et puis après, je la regarde une 2e fois, et cette fois-ci un peu plus dans sa globalité. Je sais pas si Jocelyn tient le même... je le fais pas exprès, c'est vraiment inconscient, quoi. Ah non, moi j'ai un réflexe complètement opposé, c'est-à-dire je regarde les capsules ou les sujets dans lesquels je ne suis pas. Tu fermes les yeux quand tu Non, c'est pas que j'ai pas envie de voir, mais je connais l'histoire, tu vois, j'ai fait le sujet, et je suis à fond dedans. Et moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est les autres sujets, ceux que je connais, soit je connais pas, parce que certains que je ne connais pas, ou très mal, soit c'est aussi pour voir les amis, pour voir comment tel ou tel sujet je connais bien. Tu vois, par exemple, j'ai fait assez peu de sujets d'ufologie, parce qu'il y a tellement d'experts d'ufologie sur l'émission que on m'a proposé de parler, comme je suis généraliste sur le paranormal, de parler du monde des esprits, les morts, les possessions, les fantômes, les disparitions, etc. Et donc regardez, comment les sujets, par exemple, d'ufologie sont traités, comment tu t'interviens avec Bob, avec Egon, avec d'autres gens sur ces sujets-là. J'aimerais revenir justement sur les gens qui disaient oui, c'est des sujets qu'on a déjà vus et autres. Malgré tout, moi, un des plus beaux faits d'armes, je trouve, d'Enquête Paranormale, c'est quand même d'avoir ouvert une émission prime time sur le sujet des rencontres du Nimitz de 2004. C'est pas que je crois, c'est que je suis certain que vous êtes le premier média chaîne mainstream qui a parlé de ce cas-là, qui aujourd'hui a une actualité qui est vraiment retentissante aux États-Unis, puisqu'il faut savoir, alors je sais pas si tu l'as vu, Rudy, mais le magazine 60 Minutes, qui est vraiment le magazine d'actualité américaine, qui existe depuis 1968, si vous voulez, c'est l'équivalent de tous les émissions de reportage qu'on peut avoir en France, mais puissance 1000, et on a 60 Minutes qui justement a fait un documentaire il y a une quinzaine de jours sur les rencontres que font les pilotes américains. Et toi, avec Marc, parce que justement c'était Marc qui avait travaillé sur ce sujet, vous êtes les premiers à en avoir parlé en France quand même. Alors c'était intéressant ce sujet, parce que entre le moment où on l'a enregistré et le moment où on est passé en phase de post-production, il y a eu une nouvelle actualité. C'est-à-dire que quand on l'a écrit, il était question que ces images en fait étaient peut-être des fausses, avait été peut-être remonté par une société de production basée en Allemagne. Il y avait des rumeurs comme ça qui étaient véhiculées, on ne sait pas par qui, mais il se trouve que, alors ça c'était au mois de juin, au mois de septembre, le Pentagone
reconnaît que ces images, en fait, sont des images authentiques et qu'elles ont bien été filmées par des avions de chasse de l'US Air Force. Donc, partant de là, nous, on était en pleine post-production. On a réussi à réangler comme il fallait. On était pile poil dans l'actualité. Et ce sujet a encore un pendant actuel, puisque, comme tu le dis, Pascal, 60 Minutes en parle. Et en plus, visiblement, au mois de juin, je crois, le Pentagone va être obligé d'ouvrir certains dossiers devant le Congrès américain. Donc, il va se passer plein de choses. J'allais dire, c'est des pépites. Mais c'est vrai que ce sujet-là était au cœur de l'actualité et c'est pas un sujet qui avait été traité. C'est une espèce d'inédit, quoi. C'est une espèce d'inédit. On est très content de celui-là d'ailleurs parce qu'il pose vraiment question de savoir ce qui vole dans l'espace aérien américain aujourd'hui. Alors c'est une question peut-être un peu difficile, mais est-ce qu'il y a une capsule ou des capsules où vraiment tu dis ouais celle-là elle est folle quoi. Ce sujet-là il est fou et vraiment il a été traité au top. La façon dont on l'a fait. Alors celui-là en fait partie, c'est vrai parce que nous-mêmes on se posait des questions. On essaie d'être pragmatique quand on aborde un sujet. Et il y a des sujets qui clairement en fait posent la question vraiment de oui, est-ce qu'on est sujet OVNI, est-ce qu'on est seul dans l'univers quoi. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Est-ce qu'on est observé? Notamment des témoignages d'anciens astronautes qui font part de rencontres un peu bizarres et dont on sait que ils sont quand même briefés à certains moments pour ne pas divulguer ce qui s'est passé au-dessus de nos têtes. Il y a d'autres sujets qui posent question, qui sont des faits divers. Souvent, les sujets qui nous troublent le plus, c'est là où on a des rapports de police. Ou aussi des rapports faits par les pompiers de certaines villes qui, lors d'interventions dans des cas très précis, ont assisté à des choses qui dépassent la logique vraiment scientifique, quoi. Et là, oui, il y a plusieurs cas où on s'est dit, il se passe des choses, on n'aurait pas aimé être à cet endroit-là, à ce moment-là, avec eux. Voilà, il y a beaucoup de cas comme ça en fait, et on se dit quelqu'un peut avoir une hallucination, mais pas 14 personnes quoi. Donc oui, il y a des cas précis. Je pense à l'affaire de Bridgeport, une affaire de maison hantée aux États-Unis. Il y a l'affaire de Vallecas. Alors Vallecas, c'est une possession démoniaque. C'est traité comme ça en tout cas. C'est une famille de la banlieue de Madrid. La police est intervenue en fait à 3 heures du matin auprès d'une famille qui était persécutée dans son appartement par toutes sortes de phénomènes. Et les policiers en fait ont constaté eux-mêmes qu'il se passait des choses étranges. Et donc on a traité le rapport de police espagnol à l'époque. Les policiers présents ce soir-là ne s'en sont jamais remis. Et puis ça pose question. C'est assez intéressant. Il y a des cas comme ça où on se dit oui, il se passe des choses et on maîtrise pas tout. Est-ce qu'il y a des cas justement où, une fois que le sujet était bouclé, c'était bouclé, mais vous vous êtes dit bon, allez sur mon temps du hobby, je vais aller plus loin juste pour ma curiosité personnelle. Ou est-ce que bon, une fois que c'est passé, voilà, j'ai autre chose à. Alors généralement. Ça se fait pendant le traitement du sujet. C'est-à-dire qu'on est tellement pris par le sujet qu'on laisse peu de place à j'allais dire, la curiosité, elle vient pas après, elle vient pendant. Donc du coup, on va creuser tout ce qu'il y a à creuser. Et parfois, oui, on est surpris, on découvre des choses. C'est-à-dire que même, il nous est arrivé souvent, et c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait sur Enquête Paranormale. Il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver sur Internet. Qui sont un peu, c'est du téléphone arabe, c'est-à-dire qu'on en est à parler de quelque chose qui s'est passé à un endroit, et en fait c'est pas du tout ça, c'est-à-dire que les villes sont pas les bonnes, les protagonistes, les orthographes ont été changés, ils ont changé de prénom, enfin, et du coup nous on s'attache à, quand on raconte une histoire, à aller au plus près de la vérité. Et souvent, là où on la trouve, c'est très simple, c'est dans les rapports de police. Et quand on a accès aux rapports de police, généralement, on a les bons intervenants, les bonnes dates, les bons endroits. Et généralement, on est plus du tout dans... On est dans une autre réalité, mais on va au plus près de ça. Souvent, il y a des téléspectateurs qui peuvent regarder des sujets qu'ils pensent connaître et se disent mais non, on parle de cette ville, mais c'est pas là que ça s'est passé. Or oui, en fait, nous on a resitué le bon endroit. Et dans l'inconscient collectif de ceux qui connaissent ce sujet, c'est une erreur. On s'est trompé de ville, alors que non, en fait, c'est la vraie ville, sauf qu'elle a été déformée parce qu'il y a beaucoup de blogs paranormaux qui relatent à leur manière les faits divers, les histoires, et souvent il y a des erreurs.
Donc on fait la part des choses. C'est un vrai travail journalistique. Alors, je voyais Jocelyn qui vous soit, et on est très proche de ta méthode de travail aussi, Jocelyn, justement, hein, les rapports de police. Et je trouve que la démarche de l'émission, la même que moi, quand je remets à plat tous les dossiers, que je viens nettoyer les histoires, en essayant de remettre les dates, les noms, les lieux, etc. Et d'ailleurs, il y a eu pendant les tournages des sujets beaucoup de discussions avec les chargés de production. Exactement. Là, pour où est-ce qu'elles ont trouvé le source, ça a été recroisé, parce que quand bien le dossier, moi j'avais mes propres sources, donc d'autres ou une autre information que j'avais pas, de pouvoir les confronter. Alors justement, Rudy, tu parlais des noms des villes, des choses comme ça, et je crois que tous les intervenants ont eu quand même pas une phobie, mais les cas compliqués, c'est les cas brésiliens, parce qu'il y en a eu. Mais le nom des villes, le nom des témoins et tout, à chaque fois, il y a des fois c'est une misère, quoi. Oui, il y a des sujets, les fameux masques de plomb. Les fameux masques de plomb, effectivement. Le masque de plomb, c'est ça. Alors, je vous avoue que j'ai regardé pas mal de documentaires en brésilien et que j'ai fait des progrès en portugais. Quand tu sais que tu vas devoir sortir 4 noms de famille brésiliens, tu dis bon, ça va être très compliqué à le faire en one shot, quoi, c'est clair. Alors, ce qui est étonnant, c'est que le Brésil, c'est vrai que c'est une pépite pour les histoires liées à l'ufologie. Je sais pas pourquoi le Brésil particulièrement, mais c'est vrai qu'il s'est passé des choses assez étranges. Bah, le Brésil, en tout cas, il y a eu 2 émissions, parce qu'on va pas trop parler de ce qui est pas encore passé, mais sachez à mes spectateurs, je vous le dis, hein, qu'il y a du très lourd à venir en septembre quand même en termes d'émissions, hein. Il y a des sujets énormes qui ont été traités, vraiment. Il y a même des fois où les journalistes me disaient tiens, on va peut-être faire tel sujet, et moi je leur disais, bon, pour rigoler bien sûr, je leur disais mais si je suis pas sur ce sujet, tu m'appelles plus, quoi. Je viens plus. On mettait des coups de pression, mais il y a eu 2 très belles capsules, je trouve, et je pense que vous serez tous d'accord sur le Brésil. Bah, c'est les masques de plomb. Super sujet, pas connu en France, hein, sur le coup, hein. C'est Jocelyn qui, je pense, a été un des premiers à en parler en France. Et puis bien sûr le cas de Colares, qui reste quand même un des cas super emblématiques de l'ufologie quand même, hein. Il y a Virginia aussi. Oui. Je sais plus si Virginia enquête paranormale. Si, Virginia elle fait partie des... Tu me corriges? Oui. Virginia en fait fait partie des sujets abordés. C'est très intéressant, Virginia. Les cas ufologiques les plus importants du Brésil, hein. Oui. Il y a une autre typologie de cas aussi, Rudy, moi je trouve super intéressante, c'est les enfants. Les enfants qui revivent, enfin qui indiquent être peut-être une réincarnation et qui vivent des vies d'autres personnes. Ça c'est des cas fous quand même. Moi à chaque fois ces cas-là, ils m'interrogent, tu vois, ils me prennent au ventre et je me dis putain, mais s'il y a une réalité, c'est fou quand même, quoi. Alors ça fait partie des cas les plus troublants. C'est vrai que tout à l'heure on parlait des cas qui posaient question et dont on se disait ça remet en cause beaucoup de choses. Les cas de réincarnation d'enfants, ils sont particulièrement troublants parce que on a affaire à des enfants et on dit toujours que les enfants ne mentent pas, ou en tout cas s'ils se sont imaginés quelque chose, c'est-à-dire que ce qu'ils racontent et dont on peut penser que ça fait partie de leur imaginaire, sont corroborés par la suite de manière complètement folle. C'est-à-dire que ces enfants parlent de choses auxquelles ils n'ont pas pu avoir accès d'une manière ou d'une autre. Je pense à Christian Haupt, qui est un petit garçon qui serait la réincarnation d'un ancien footballeur américain, ou non, grand joueur de baseball, grand joueur de baseball américain. Voilà. On pense à James Leninger, qui serait la réincarnation d'un pilote de chasse de l'armée américaine. C'est vrai que c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il y a une suite de faits qui posent question et on se dit ces enfants n'ont pas pu inventer cela et c'est troublant, c'est vraiment troublant. Ouais. Bah c'est vrai que tu parles de pragmatisme tout à l'heure, mais là on est vraiment là-dedans parce que comme un enfant pourrait inventer la telle Maison Blanche, là, je sais plus pour quel cas, etc. Enfin il y a des faits derrière, c'est pas juste une croyance de quelque chose. Et ce qui est assez drôle, c'est que quand on écrit un sujet pour Enquête paranormale, avec l'expérience, on arrive à savoir à partir de quel moment la
la fiction a pris le pas sur la réalité. C'est-à-dire que toutes les histoires paranormales, c'est pas binaire, c'est-à-dire que c'est pas totalement faux ou c'est pas totalement vrai. C'est-à-dire qu'il y a une réalité qui nous dépasse, sur laquelle va se greffer des ingrédients qui ont pu être surinterprétés ou inventés, mais qui, même si ces ingrédients sont un peu, j'allais dire, exagérés, n'en enlèvent pas moins de la réalité à quelque chose qui nous dépasse. C'est pour ça qu'à partir du moment, sur les cas d'enfants, de réincarnation d'enfants, en fait, on sait en les écrivant que clairement, là, il n'y a pas eu de romance. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un cas où on se dit que les protagonistes, à un moment donné, ont été dépassés par leur propre, j'allais dire, leur propre vécu. Ça peut arriver. Ouais. Ça, je t'admets que c'est vraiment les cas que je trouve super intéressants. Alors en plus, vous savez que la semaine prochaine sort un nouveau dossier Warren au cinéma, hein, Conjuring 3, avec le fameux cas de Arne Cheyenne Johnson. C'est un cas que je connaissais pas. Celui-là, je crois pas qu'il a été traité. Alors celui-là, il a été traité. Il a été traité. Il a pas encore été diffusé. Il fait partie des inédits. Voilà. Alors le cas Arne Johnson, je laisse entièrement le suspense, mais pour donner une idée, c'est la première fois qu'un avocat va plaider une possession diabolique devant un tribunal américain pour défendre un de ses clients accusé de crime. Alors, justement, t'en dis des gens qui ont vu l'émission et autres, qu'est-ce que tu as comme retour en général, que ça fait peur, que c'est intéressant, que généralement, là, le succès de l'émission tient aussi au fait que les gens adorent avoir peur. Ouais, bah ouais. Voilà, il y a cette curiosité, c'est le premier ingrédient. Après, les gens adorent apprendre des choses. C'est-à-dire qu'on voyage aussi avec Enquête Paranormale, on va dans des endroits, on découvre des personnages. Ce que les gens adorent aussi, souvent, ce sont les histoires dont on a tiré des films. On parlait justement des Warren. Voilà, ça fait partie de ces histoires où d'une certaine manière des faits avérés, ce sont des faits avérés sur lesquels est venue se greffer toute une fiction. Hollywood a su comment dire rendre les choses avec le marketing américain, j'allais dire voilà, ils savent rendre les choses croustillantes. Mais c'est vrai que le retour généralement des gens, c'est que c'est une émission où on passe un bon moment, on se pose des questions, mais surtout en fait il y a des sujets qui font vraiment peur, quoi. Si j'aurais juste une question, est-ce que il y a un public ou alors peut-être carrément l'émission est proposée dans d'autres pays francophones type Belgique, Suisse, alors francophone, Québec? Ça fait partie des j'allais dire des secrets industriels, mais oui. L'émission a vocation à forcément voyager à l'international. Ouais. Je crois aussi, effectivement. Alors, j'imagine, mais qu'à la rigueur, si c'est à l'international, ce sera des intervenants locaux, enfin des intervenants nationaux, parce que je trouve que c'est justement tout l'intérêt de l'émission, parce que si c'était reprendre une émission américaine avec des Américains, comme le fait Ancienne Italienne d'ailleurs, et c'est bien fait, mais je trouve qu'une des forces de l'émission, c'est de mettre des intervenants français à l'antenne, et de montrer aussi que ce domaine de recherche est quand même dynamique, parce que souvent les gens disent ça intéresse personne, il n'y a pas de chercheurs, on pense toujours un petit peu aux mêmes personnes, et c'est normal, je pense à Jean-Claude Bourré, des gens comme ça, mais enfin c'est vrai qu'Enquête Paranormale permet de montrer qu'il y a vraiment tout un ensemble de gens qui cherchent, qui se renseignent, qu'il y a vraiment un vivier de chercheurs en fait. Il faut reconnaître en fait ce mérite à C8, à la chaîne C8, d'avoir osé remettre au goût du jour un thème qui n'est pas facile. Il faut savoir qu'entre Mystère et Enquête Paranormale, il s'est passé quand même pas mal d'années, et si on a vu très peu d'émissions sur le paranormal sur les chaînes françaises, c'est aussi parce que les annonceurs ne voulaient pas accoler leur marque à cette thématique. Donc il faut savoir que c'est moins le cas maintenant. Le challenge d'Enquête Paranormale, c'est d'avoir remettre au goût du jour, et avec j'allais dire cette respectabilité, et puis on touche tous les publics finalement, parce qu'on peut venir voir l'émission comme un divertissement ou comme une source d'information, et nous on s'est toujours dit les gens, s'ils veulent en savoir plus, derrière il y a Internet, donc nous on donne des clés. Et après, si les gens sont intéressés par tel ou tel sujet, il y a tout ce qu'il faut sur Internet pour nourrir sa réflexion, et puis
puis voilà quoi, comment dire, s'immerger dans un dossier particulier avec ses contradictions, ses zones d'ombre. C'est intéressant ce que tu as dit. Donc, en fait, c'est parce que, ce type d'émission jusqu'à maintenant était assez peu diffusé parce que les diffuseurs se disaient, ouais, c'est un peu touchy, voilà, ils voulaient peut-être pas coller leur image à ça alors. Oui, d'une certaine manière, c'est un sujet particulier parce que le paranormal, en fait, doit être traité de manière à ce que, on peut vite tomber dans le ridicule ou ça peut vite être décrédibilisé. C'est-à-dire que là, on est un peu plus près à ce genre de thématique. Il faut savoir que tu citais Jean-Claude Bourret tout à l'heure. Quand Jean-Claude Bourret a commencé à être un des premiers à parler de phénomènes d'OVNI, en fait, ça lui a presque coûté sa carrière, j'allais dire. Donc, c'était chaud. Hein. Ça a été violent et d'une certaine manière, les gens n'étaient pas prêts à entendre des histoires d'ovnis, de fantômes, voilà. Là, quelque part, nous, on fait ça de manière très détendue, d'une certaine manière, parce que on donne des clés et on cherche pas à convaincre, surtout. On cherche pas à convaincre. Il y a rien de pire que de chercher à convaincre sur ce thème-là. Voilà, on ouvre les esprits, on transmet quelque chose, mais après, chacun en fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de prosélytisme, il y a juste une exposition des faits, et encore une fois, entendez bien que c'est une vraie équipe de journalistes qui travaillent derrière. Hein. Alors, justement, Rudy, ça c'est une question, est-ce que tu t'es retrouvé parfois à dire, on commence à bosser sur un cas, et puis au fil, de dire, bah non, on va pas le traiter parce qu'en fait, il y a rien, ou ça a été surgonflé, ou... Oui, c'est arrivé qu'on ait des cas où on s'est dit en fait on va pas aller plus loin pour plein de raisons, c'est-à-dire que d'une certaine manière on va parler, par exemple, je vais prendre un cas, l'expérience de Philadelphie. Qui est une légende urbaine. Oui. L'expérience de Philadelphie, je crois que Marie-France d'ailleurs et Sébastien sont intervenus dessus. Effectivement, ouais. Et voilà, alors ça tu en parles, mais c'est une des capsules les plus intéressantes justement, je trouve. Voilà, l'expérience de Philadelphie, en fait, on pouvait ne pas en parler parce qu'on sait que c'est une légende urbaine, d'une certaine manière, mais elle est basée sur des faits avérés dans le port de Philadelphie. Pour résumer l'histoire, la marine américaine cherche à rendre invisibles ses sous-marins, ses navires dans le port de Philadelphie, et de là va naître une légende selon laquelle elle a réussi à faire disparaître ses bateaux. C'est-à-dire que visuellement, ils disparaissent et réapparaissent à plusieurs centaines de kilomètres de là. En fait, c'est le genre d'histoire dont on se dit, on sait parfaitement que c'est faux, mais en fait, on va démontrer comment est née, à partir d'un fait réel, une véritable légende urbaine. C'est-à-dire qu'on fait un travail d'enquête, et c'est le côté enquête de enquête paranormale. Il y a des faits, il y a des histoires sur lesquelles on s'est dit, bon là, clairement, on est à la limite, quoi. Oui, on a la limite, c'est pas crédible, et généralement, oui, il fallait maintenir une certaine crédibilité de l'émission. J'ai plus en tête de sujets précis parce qu'on les écarte assez vite. Généralement, ces sujets-là, on n'est même pas passé en phase d'écriture. Hein. On voit très vite quand nous on appelle ça en interne une grosse saucisse, quoi. Dès qu'il y a une grosse saucisse, en fait, on l'écarte. Après, on va garder le thème, la grosse saucisse, hein, comme ça. Exactement, c'est la grosse saucisse. Par contre, c'est vrai qu'il y a des histoires qui sont basés sur des faits troublants, sur lesquels se sont greffées des choses un peu étranges, un peu romancées, et là on le voit tout de suite. Alors on essaye de pas les mettre sous le tapis, on essaye mais c'est vrai qu'il y a des cas où en fait on sent qu'il y a eu du rajout sur quelque chose d'un peu bizarre, mais on est dans la romance. Toutes les histoires de voyageurs temporels, soit que ce soit en photo, ce qui vient du futur. Voilà, tout à fait. Oui, c'est le genre d'histoire qu'on a écarté. Jocelyn, merci, tu mets le doigt là-dessus. C'est un des thèmes qu'on a écarté. Les voyageurs, avec les fameuses photos dans lesquelles on a l'impression que quelqu'un porte des vêtements d'une certaine marque récente de sport alors qu'on est en 1960 et qu'elle n'existait pas. Ouais. Puis moi je remercie Bob parce que on va le dire, Rudy, c'est Bob qui a dit écoutez, il y a un gars qui s'appelle Fechner, il parle un peu d'ufologie, donc si vous voulez le prendre pour des émissions, pourquoi pas. Alors j'en profite notamment pour saluer Bob Belanca qui est très précieux sur l'émission pour sa verve, et c'est un de nos intervenants historiques aussi. Et je voulais remercier tous les intervenants justement qui sont venus sur Enquête Paranormale, parce que en fait sans eux on n'aurait pas pu la faire.
comme on l'a fait. Et voilà, et c'était un partage, c'est-à-dire que la manière dont chacun a apporté son expertise nous a amené des éléments, nous a aiguillé aussi parfois sur des choses sur lesquelles on avait des questions. Je sais que nos journalistes n'ont pas hésité quand il le fallait à vous solliciter par téléphone et dans votre agenda de ministre aussi. Donc je voulais vous remercier pour votre collaboration à l'écriture de l'émission et puis pour votre sourire et votre enthousiasme à la faire dans les conditions telles qu'elles étaient, quoi. Voilà, c'était un plaisir en tout cas de vous avoir parmi nous et je remercie encore Bob Belanca pour le go-between avec tout le monde. Voilà. Ouais. Bon, c'est vrai qu'il faut être clair, il faut le dire quand même. Quand vous regardez les émissions, c'est vrai qu'on voit que Bob est un homme de médias parce qu'il a quand même voilà, une façon de s'exprimer et d'animer et de faire vivre l'histoire. Je vous le dis, hein, moi, quand je suis sur une capsule avec Bob, je vois le gap entre... voilà, non, mais c'est vrai. C'est vrai que Bob fait vivre ça d'une façon tellement extraordinaire que c'est top à regarder, quoi. Franchement, c'est toujours très top. Alors, t'as 35 ans de métier, hein, 35 ans de métier voilà, aussi. C'est ça. Mais écoutez, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à tous qui étiez là en live. Alors, écoutez, nous on souhaite, comme le disait Sébastien, vraiment le meilleur à Rudy, parce que j'imagine que tu dois être déjà sur plein de nouvelles choses qui doivent se bousculer. Oui, je suis sur une nouvelle série documentaire qui n'est pas paranormale, mais et voilà. Ce que j'allais dire, ça doit pas être spécialement évident de basculer d'un projet à l'autre, voilà, ça doit pas être spécialement. Oui, il y a une forme de, oui, c'est parce que pour le coup, c'est une thématique qui est très prégnante, c'est-à-dire que on a du mal à s'en défaire tout de suite parce qu'on a fait plein d'histoires, il s'est passé plein de choses. Et c'est vrai que c'est passionnant. Donc voilà, la nouvelle série documentaire est tout aussi passionnante, mais on est sur autre chose. Ouais. Et voilà, on a un attachement. C'est 2 ans et demi maintenant de travail, enquête paranormale, et c'est un beau bébé, quoi. Voilà, on a du mal à le laisser. Voilà. Et puis bon, c'est vrai qu'on n'a pas remercié aussi, mais il faut quand même le faire parce qu'ils ont eu un rôle très important aussi. C'est Mathieu Delormeau et Guillaume Frisquet de Matprod qui sont aussi aux manettes, voilà, et qui sont pas dans les programmes bien sûr, mais qui sont aussi là pour piloter aussi tout ça et pour faire que exactement. Et ils ont été d'une confiance et d'un soutien sans faille. Et très présent sur les plateaux, sur j'allais dire tout ce dont on n'imagine pas, parce que l'enquête paranormale c'est aussi un traitement visuel, donc il faut choisir les liners. On a toujours besoin aussi d'un regard extérieur sur des sujets, parce que parfois on se dit est-ce que là on est un peu pas trop court ou est-ce qu'on est un peu long, et ils ont été redoutablement efficaces et d'un soutien sans faille sur une émission qui n'était pas simple au départ à aborder. On a évité tous les écueils possibles. Encore une fois, c'était un format qui n'existait plus depuis de nombreuses années, et c'est toujours pareil, il faut une forme de courage pour se lancer sur ce format-là. Alors peut-être qu'il y a d'autres qui se disent aujourd'hui, tiens, ouais, en fait c'est bankable, on va lancer notre truc, mais enfin, voilà, c'est toujours les premiers qui prennent le risque, voilà. Donc bravo messieurs, et encore une fois, un grand merci d'avoir permis aux Français de voir des sujets paranormaux et ufologie en prime time en France, et ça, c'est quand même pas rien. Mais écoutez, il me reste à vous souhaiter à tous une très bonne fin de week-end, et à très bientôt. Je lance le jingle. Ciao, ciao.